Catherine, est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Bonjour Pascal. Oui, alors j'ai choisi 3 vins. Donc d'abord un crément, ensuite le muscat et pour finir un Riesling Grand Cru. Alors j'ai choisi ces 3 vins-là en essayant d'imaginer un repas qu'on pourrait proposer à partir de ces 3 vins. Donc pour se mettre en appétit, on va commencer par le crément. Bon. Allez. Alors il s'agit du crément Émotion, donc qui a été élaboré selon la charte qui a été mise en place il y a quelques années maintenant par le syndicat des producteurs de crément Rhône Alsace. Il y a certaines obligations techniques, notamment dans le choix des cépages et dans la durée de vieillissement. Alors là, en l'occurrence, on est sur un assemblage 50% Pinot Blanc, 50% Pinot Noir, et sur un millésime 2013. Donc mis en bouteille en 2014, au printemps 2014, et qu'on a dégorgé il y a quelques semaines, donc il y a pratiquement 5 ans sur l'acte. Sur l'acte, ouais. Alors les cépages Pinot Blanc et Pinot Noir lui amènent l'acidité nécessaire à la conservation. Ça lui permet d'avoir encore une certaine fraîcheur. Et par contre, au fil des années, forcément, cette acidité s'est fondue et elle n'est plus du tout agressive. Le crément, ça représente beaucoup chez vous? Alors le crément, c'est à peu près entre 20 et 25% des ventes. D'une manière générale, alors on a un crément classique qui représente le plus gros des ventes, brut, et un brut rosé. Celui-ci c'est un crément plus haut de gamme pour lequel les ventes restent un peu plus marginales, mais c'est un produit qu'on a lancé donc en 2014, quelque chose comme ça, 2013 ou 2014, et qui petit à petit commence à faire son trou, que les gens privilégiés pour des manifestations un peu plus chic ou un peu plus rares. Ah ouais. Voilà, on n'est effectivement pas sur les volumes qu'on fait avec un crément classique. J'imagine. Après, c'était pas le but non plus, et ça apporte un plus d'avoir quand même un produit un peu plus haut de gamme qui tire la gamme vers le haut aussi. Hein. Et alors? Voilà, alors les bulles on a un filet de bulles assez fin. Fin, ouais, c'est très fin. Le verre un tout petit peu trop propre, mais effectivement, on voit malgré tout les bulles, ouais. Et au nez, on a des arômes de fleurs blanches et un côté brioché, oui, tout à fait. Ouais. On va retrouver en bouche. T'es sur quel cépage? Pinot Blanc, Pinot Noir, 50-50. Hein. Ça c'est fin, hein. Fin, soyeux. Donc on retrouve ce côté brioché, hein, ces arômes secondaires de mie, un peu de boulangerie, de levure. Hein. Avec en arrière-bouche un côté un peu salin qui va mettre en appétit pour la suite du repas. Ouais, c'est très soyeux en plus en bouche, il y a un toucher de bouche qui est vraiment très fin. C'est presque un crément qui se suffit à lui-même. Hein. On n'a presque pas besoin de l'accompagner, hein, tellement il est... Non, on n'a pas forcément besoin de l'accompagner. Et en même temps, on pourrait aussi imaginer le servir pendant tout un repas. Hein. Après, spontanément, le crément, on y pense plutôt pour l'apéritif, mais il pourrait très bien accompagner tout le repas. C'est sympa, hein. Ouais, donc c'est un produit que notre clientèle découvre petit à petit et avec curiosité au début, mais finalement les gens y reviennent pour des occasions un peu plus spéciales, quoi. Le domaine Schaffhauser, on est avec Tosem, c'est quoi l'histoire du domaine?
Alors c'est un domaine familial qui date de plusieurs générations. Hein. La famille Chafoser travaille les vignes depuis X générations, avec une spécialisation en viticulture depuis les années 70. Avant, on faisait de la polyculture et les bouteilles, on a démarré la vente de bouteilles. Mon beau-père a démarré la commercialisation en bouteilles en 1985. Avant, il faisait du vrac et il vendait du raisin, donc du vrac sur le marché du négoce et il vendait du raisin. Et depuis, nous on a repris en 95 et bon, depuis les ventes de vin en bouteille ont progressé. On exploite actuellement 13 hectares qu'on est en train de céder tout doucement à nos garçons qui travaillent avec nous depuis 2 ans et qui a repris dans un premier temps 5 hectares qu'il est en train de convertir en bio. Donc pour la première année, là, il a demandé la certification, donc on a 3 ans de conversion et donc première récolte bio, si tout se passe bien en 2022. D'accord, sacré challenge. Voilà. Ouais, c'est un beau challenge pour notre fin de carrière et puis pour lui aussi. Hein, voilà, après on est... alors on n'a jamais revendiqué d'appellation ou d'agrément par rapport à ça, mais on est en agriculture raisonnée depuis très longtemps. On a la plupart de nos vignes, un rang est enherbé, l'autre rang est labouré. On s'autorise encore l'utilisation du désherbant uniquement sous le cavaillon, donc là on découvre le labour, l'intercept. Ouais, ce que j'allais dire, le 100% manuel depuis ce printemps, là, depuis quelques semaines. Mais bon, ça se passe bien, à tâtons les premiers jours, et puis après il faut y aller, mais c'est bien, non, c'est un beau challenge, même pour nous, ça nous rebooste un petit peu, j'imagine que forcément ça nous sort de notre zone de confort, mais c'est bien, on est là pour ça, et puis... En plus, c'est toujours agréable de voir ça quand une nouvelle génération arrive, qu'en plus elle se met ce challenge-là, quoi. Ouais, bon, après, c'est leur rôle, c'est plus le rôle des anciens maintenant pour les 10 ou 15 dernières années de carrière de le faire, hein, et quand on regarde les exploitations autour de nous, il y en a beaucoup qui ont passé le cap, mais souvent, justement, c'est les jeunes qui sont à l'initiative, et c'est quand les jeunes s'installent que la démarche est vraiment entreprise, quoi. C'est normal, d'abord, c'est une des préoccupations environnementales, c'est une génération où ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Et puis voilà, c'est quand même beaucoup de changements qu'à un certain âge, on n'a plus forcément l'envie ou l'énergie de faire si personne ne nous y pousse, quoi. Il faut savoir le reconnaître aussi, hein. Non, mais on l'aurait pas fait si personne n'avait repris, hein. Ça c'est sûr, hein, même si l'envie nous tentait, mais après c'est le côté lourd, le côté... et puis si on sait que ça va pas perdurer, on s'installe dans un certain train-train une certaine routine qui nous va bien, hein. Oui. Je vois muscade en deuxième. Ça, c'est quand même... On va continuer avec le muscat. Ça, c'est quand même une curiosité parce que les muscats, ça se fait quand même de plus en plus rare, quoi. Alors, on fait tous les ans du muscat. On y fait tous les ans très très attention parce qu'on a une belle clientèle, notamment quelques restaurateurs. On a essentiellement une clientèle de particuliers, mais on a quelques restaurateurs qui viennent chez nous pour notre muscat. Et on produit tous les ans du muscat. On a dans les vignes un assemblage de muscat Autonel et de muscat d'Alsace, à peu près moitié-moitié. Donc quand la floraison se passe bien, c'est ce qu'on retrouve dans la bouteille. Mais bon, il a toujours une histoire, le muscat, hein. C'est vrai que c'est un cépage où il faut pas forcément chercher une maturité extrême, mais il faut le vendanger au bon moment pour que l'état sanitaire soit pas altéré, parce que c'est quand même un cépage assez capricieux. Et dès qu'on a un peu de pourriture, on perd vite le côté fruité. Et ça nous est déjà arrivé d'appeler nos vendangeurs un soir en disant, écoutez, voilà, on n'avait pas prévu de vendanger demain, on n'avait pas prévu cette semaine, mais il faut absolument qu'on vendange le muscat. Et parce qu'on voyait que les raisins allaient tourner de l'œil, quoi. Donc vraiment, on l'a à l'œil. Capricieux dans la vie. En principe,
voilà, après dans la vinification aussi, hein, et dans la vinification. Dans la vinification aussi, hein, parce que bon, c'est un cépage où il y a peu de solutions de secours, hein, en fait, hein, quand on commence à avoir des dérives au niveau goût, c'est souvent perdu. Ouais, c'est souvent. Et là, on a tenté pour la première fois, donc c'est le millésime 2018, on a tenté sur une partie, sur un pressoir, une macération pelliculaire. Donc, on a laissé quelques heures dans le pressoir pour sortir davantage, exacerber un petit peu les arômes. Et ça a donné quelque chose de Égrappé sympa. ou alors en grappe entière? En grappe entière. Bon, bah, sachant qu'on était sur une année où l'état sanitaire était quand même excellent, hein, donc on pouvait c'était l'année où on pouvait tenter. Hein. Alors, on va le goûter. Alors, pour poursuivre dans l'idée du repas, bon, j'avais imaginé cette entrevue un petit peu plus tôt dans la saison. Et voilà, on peut l'imaginer avec des asperges. Ouais. Ça se termine, mais on en trouve encore quelques-unes. Souvent, les gens ont souvent tendance à dire le muscat et l'asperge, ça va de soi parce que c'est finalement l'interprofession qui un beau jour a communiqué là-dessus. Ouais. Alors que paradoxalement, il faut quand même toujours faire attention aux amertumes de chacun, quoi. Ouais, c'est là où ça ne va pas systématiquement ensemble, quoi. Non, c'est vrai. Mais bon, il a pas énormément d'amertume. On avait quand même une belle maturité. Et puis bon, c'est vrai. Et c'est aussi le plaisir le muscat est essentiellement un verre d'apéritif ou de dessert. Hein. Donc c'est aussi le plaisir, même nous quand on le déguste, c'est vrai qu'au mois de mai on aime bien boire un verre de muscat avec les asperges, voilà, c'est une façon de le proposer autrement qu'en apéritif, et c'est un vin qu'on aime bien. Et en plus je trouve que c'est l'un des rares cépages alsaciens qui naturellement apporte une fraîcheur déjà de par le nez, le côté croquant. Le côté croquant du muscat, ouais, tout à fait. Et puis c'est un cépage qui est très connu, un goût qui est très connu même dans les raisins de bouche, hein, dans la famille des raisins de bouche. Donc c'est des fois aussi un peu la Madeleine de Proust, hein, parce que c'est un parfum que tout le monde connaît. Alors sous différentes formes. Quand on parle de vin en muscat, les gens s'attendent plutôt à des muscats très liquoreux du sud. C'est quelquefois un peu déroutant, mais c'est une odeur qui parle à tout le monde, le muscat. Ouais, c'est clair. Après, on aura du mal à mettre un muscat de Rivesaltes avec des asperges. Ça représente encore beaucoup chez vous, le muscat? Alors, le muscat, c'est entre 5 et 10%, 7%, je crois, de l'encépagement. Ouais, c'est quand même pas mal. On garde à la même surface. Hein. On a arraché une parcelle de muscat l'année dernière, mais qu'on a replanté. Et puis, on essaie de maintenir notre surface et on le vend. Mais c'est vrai qu'on est très, très, très vigilant. Ouais, c'est vrai. Comme je dis toujours, le muscat, c'est un beau bébé. Le muscat, c'est souvent un cépage assez versatile, quoi. Il suffit de pas grand-chose pour que finalement... Et c'est souvent irrattrapable sur un muscat. Il y a des choses qu'on peut plus facilement rattraper sur d'autres cépages. Mais sur le muscat, c'est difficile. Alors il est jeune, hein, c'est un 2018, mais bon, il est déjà très, très expressif. Et puis après, le muscat, c'est pas forcément le cépage que je vais conseiller de garder. Oui, c'est plutôt celui qui se conserve le moins. C'est le côté fruité, c'est l'intérêt du muscat, et ça, on l'a dès qu'il est jeune. C'est un vin frais, de fraîcheur qu'il faut consommer dans les 3-4 ans au plus tard. Voilà. Ça, c'est un beau muscat. Sympathique. Alors avec des asperges. Là, tu parlais de dessert avant, tu serais parti sur quoi là-dessus? Une tarte rhubarbe peut-être?
pourquoi pas une tarte à la rhubarbe. Mais pas meringuée, juste... Tarte, ou une tarte aux fraises, mais quelque chose d'assez simple. Comme pour les asperges, rester dans la simplicité, pas trop mélanger de saveurs. J'allais dire des asperges avec simplement une sauce mousseline, et, voilà, mais pour les desserts aussi, oui, rester dans quelque chose d'assez sobre. C'est bien ça. Je le trouve encore plus aromatique que la dernière fois. C'est rigolo. La dernière fois, c'était le 2017. C'est pour ça. Ok, voilà. Alors c'est rigolo ça. Bon, 2017 et 2018, c'était finalement qualitativement assez proche. Tu l'avais déjà ouvert, non? Non, j'ai ouvert là. Ah là, d'accord. Je pensais que... Oui, parce que c'est un vin qui gagne à s'aérer. À s'aérer, ouais. Contrairement aux autres vins qu'on a tendance à refermer systématiquement. Mais celui-ci gagne à s'aérer. Non, bien. Franchement, ça c'est bien. Ouais. Avec une pointe d'acidité qui lui donne cette fraîcheur. Et souvent, c'est ce que je dis, les gens qui disent l'asperge et le muscat, je dis toujours attention aux amers. Il y a une pointe d'amertume. Que ce soit l'amertume des asperges ou l'amertume du muscat, des fois peut être à contre-courant. Ça fait une surenchère qui peut être un peu indigeste. Là, on est vraiment sur un muscat qui est vraiment très agréable, très fin. Donc oui, là... tu peux même te permettre d'avoir des asperges, entre parenthèses, amères, quoi. Même si, logiquement, à cette période de l'année, là, plus du tout. Presque plus d'asperges, voilà, c'est ce que j'allais dire. On est vraiment à la très fin. C'est les derniers jours, mais bon, c'est un produit de saison. C'est vrai que les ventes sont relativement saisonnières. Et en plus, les ventes d'une manière générale, le Gewürzvendange tardive, on en vend plus pour Noël, mais c'est le pinot noir posé, on va en vendre l'été, mais c'est très près aussi pour le muscat. Ouais, le muscat, je trouve que en même temps, c'est sa saison. Le côté soleil qui revient. C'est ça, c'est un vin de printemps qu'on a envie. Finalement, l'accord avec les asperges, ça tombe bien ça correspond bien au caractère du vin. Comme quoi. C'est un vin finalement assez léger, donc contrairement à des Gewürz qui sont plus épais, et c'est vrai que l'été, même en apéritif, c'est sympa. Ouais, et après, ça correspond à la saison dans le sens où c'est un vin léger, donc on s'habille plus légèrement, c'est vraiment tout est bon, quoi. Ok, allez. Et donc pour finir... Alors pour finir, le Riesling Grand Cru Steingrübler 2017. Le Grand Cru du village. Le Grand Cru du village, voilà, donc en Steingrübler. C'est le lieu-dit qui est situé sur le pont de Wettolsheim. Dans les coteaux un petit peu au-dessus de nous, là, au pied du château du Hollandsbourg. Et c'est un lieu-dit qui est connu... depuis le XVe siècle, il y a de la vigne, on a des traces de vigne depuis le XIVe, XVe siècle. Steingrübler, c'est un grand cru que vous avez toujours eu dans le domaine ou finalement qui est arrivé plus tard? Non, qu'on a toujours eu. Il y a des vignes, alors on a du Riesling et du Gewürz. Le Steingrübler est planté majoritairement en Gewürz, c'est la moitié de la surface qui est plantée en Gewürz. Et on a aussi des parcelles de Gewürz, mais c'est des très vieilles parcelles qu'on a depuis X générations. C'est vraiment le berceau de la famille qui est ici. Donc, oui, t'étais venu juste au-dessus. C'était plus dans l'appellation Steingrübler, mais c'était pas très loin. C'était dans des parcelles de Riesling aussi. C'est ça, ouais. Mais alors, on a du Gewürz à côté. Et là, le Riesling est un peu plus bas, donc le Steingrübler est situé entre 250 et 350 mètres d'altitude. Donc notre parcelle de Riesling est située plutôt dans la partie basse du Steingrübler. Alors c'est un sol marno-calcaire et un terroir assez tardif. Après c'est peut-être aussi le secteur qui le veut aussi, quoi. Parce que c'est un secteur un peu abrité, hein. Légèrement un peu en ballon comme ça. Oui. Voilà, donc on a des vins qui ont en général toujours une certaine acidité
des notes d'agrumes confits. Alors c'est un vin qui se marie très bien avec des viandes blanches. Alors, on pourrait penser à un poulet au mori ou quelque chose comme ça, ou alors certains poissons Est-ce qu'on lui repasse à table? Je sais pas, avec une sauce au safran ou une poêlée de Saint-Jacques, voilà. C'est embêtant. On est plus proche des 4 heures que des midi, mais... C'est moins bien pour le 4 heures, hein. Ouais, ça passe moins bien. Donc, Steinmüller, vin de terroir. Qu'est-ce que vous avez encore en vin de terroir? Vous avez des lieux-dits Alors, on a ensuite un Pinot Gris Hengst. D'accord. Voilà, ce qu'on a comme vin de terroir. Donc, le Hengst qui est pas très loin. Hein, qui n'est pas très loin non plus, ouais, ce que j'allais dire. C'est sur Winsenheim, mais pareil, c'est aussi une parcelle qu'on a depuis très longtemps dans la famille. D'accord. Et les grands crus, c'est quelque chose qui augmente en termes de vente ou c'est relativement stable? Parce que là, c'est relativement stable par la force des choses parce que on a des rendements, on a des parcelles, donc voilà, une fois que ce que nous donne la nature est épuisé, eh bien il y en a plus. Donc par exemple le Pinot Gris Hengst, on en a 6 mois de l'année. D'accord, ah ouais. Gewürztraminer Grübler, on a une surface un peu plus importante, donc on arrive à en proposer toute l'année. Oui, parce que je vois quand même 2017, donc ça veut dire quand même qu'il y a un turnover assez important. Oui, oui, on le vend d'une année sur l'autre. Alors bon, bah là, c'est vrai que le 2017, mais bon, il est déjà très bien, très très fruité, mais bon, il va s'ouvrir encore et d'ici 3-4 ans, il sera au mieux. Là, on a vraiment des notes déjà d'agrumes. C'est jeune, mais c'est déjà expressif. Hein. Et alors, une petite médaille Alors, une médaille au concours des Riesling du Monde, ce printemps à Strasbourg. Voilà, une médaille d'argent, mais dont on est très fiers. Ah bah, c'est déjà. C'est ce qu'on voilà, dit ça. Ça fait toujours, on en a une ça fait toujours plaisir. Hein, c'est toujours une satisfaction d'être connu. Et pour le Muscat, donc Et le Muscat, une médaille d'or au concours de Mâcon. Donc, pareil, ce printemps, hein, le Muscat, c'était un millésime 2018. Donc, d'accord. Et ça fait plaisir à nos clients aussi. Oui, bah ça aussi. Ça nous fait plaisir à nous et puis ça fait plaisir à nos clients. Ça les conforte un petit peu dans leur choix. De voir qu'on a des médailles. Hein. Merci pour cette belle découverte. Ben, merci à toi de nous faire partager aussi ta passion. Et, voilà. Malgré ce deuxième essai. Oui, ben, pas de raison. Hein. Bon, on dit jamais 203, mais avec les mois de mai, ça fait 3. Non, t'as failli venir au mois de mai.